Donc, le lancement d'aujourd'hui aura 4 parties. D'abord, on fera un survol des origines du projet, des objectifs et du public cible de la plateforme. Ensuite, le comité de travail présentera les sections du site et leurs expertises. Donc, on fera une visite guidée de notre outil. Ensuite, il y aura 4 personnes qui représentent un échantillon du public cible qui partageront avec vous la rétroaction de leur expérience d'utilisation. Et finalement, on terminera avec une période de questions. Vous allez remarquer, nous utilisons tout au long de la présentation l'expression logement hors marché pour référer aux différents types d'habitations sociales, communautaires et abordables. C'est un terme qui est parapluie et qui réfère à du logement qui ne s'inscrit pas dans une logique spéculative. Et pour débuter, on va laisser Maude Desjardins-Godette, en fait, qui est organisatrice communautaire aussi de la Montérégie-Ouest, faire l'introduction de la plateforme puis de son utilisation. Le logement, c'est un bien essentiel. Sans logement, la vie va pas bien. C'est le point de départ dans une vie. Puis moi, j'ai pour principe que le logement, c'est un droit, c'est pas un privilège. Donc, c'est important d'y travailler. Puis il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit au niveau du logement privé ou du logement social. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de travail à faire. Puis on l'entend parler, c'est la crise du logement. Ça fait plusieurs années. C'est assez important ces dernières années. Donc, ça a toujours été une passion pour moi. Puis j'ai travaillé à d'autres endroits avant où je portais ce dossier-là. Puis je suis contente parce que dans mon mandat en tant qu'organisatrice communautaire, je peux continuer cette passion-là puis continuer à le développer sur le territoire. Fait que je suis contente de m'y investir. Il existe beaucoup de documentation, beaucoup de guides, il se produit beaucoup d'informations en logement, mais où chercher? C'est par où tu commences? C'est pas évident. Fait que l'idée, c'était de ramener l'information la plus utile possible pour notre public cible, qui est beaucoup les élus puis les partenaires du territoire qui veulent travailler le logement, puis développer du logement. On veut vraiment quelque chose de pratico-pratique pour être capable qu'en bout de ligne, il y en ait du logement social sur le territoire. Fait que ce soit à la fois un plaidoyer pour le logement social, mais aussi comment s'y prendre, c'est quoi les étapes. On voulait quelque chose de facile, donc une plateforme, mais tout est là, tout est regroupé, puis elle est toujours à jour. C'est ça qui est formidable, c'est d'avoir un endroit où tout est centralisé, puis tu sais, un guide papier, à un moment donné, ça devient issu, il faut le rééditer, le mettre à jour, tandis qu'une plateforme, bien, on peut toujours aller chercher la dernière information, il y a toujours des programmes qui changent, encore avec le gouvernement actuel, tu sais, les programmes de financement sont tout le temps en train de changer, il y a toujours des actualités en logement, il se passe toujours quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de partenaires aussi qui sont impliqués. On voulait aussi que ça soit quand même une vitrine pour eux, donc faire le lien vers ces partenaires-là, que les gens puissent les contacter si ont besoin de soutien, besoin de développer des projets. Fait que ça se voulait cette espèce de carte de visite-là où tout est une plateforme où tout qui regroupe tout en logement finalement pour être outiller les partenaires. On voulait quelque chose de concret puis de pratico-pratique. Bien, il y a différentes formes de logement social, puis c'est sûr que sur la plateforme, vous pourrez avoir toutes ces informations-là. Mais tu sais, il y a les HLM, mais tu sais, il y a les coopératives d'habitation, tu as les OSBL d'habitation. Fait qu'il y a différentes tenures, il y a différentes façons de fonctionner. Je pense que ça me prendrait un cours de 45 heures pour le donner, mais il faut trouver le modèle qui fonctionne, qu'on veut développer dans notre communauté. Il faut quand même rappeler que le logement social, ça a vraiment des retombées économiques. T'sais, on pense souvent que ça va attirer des gens défavorisés, des gens vulnérables, ça peut être difficile dans une communauté, mais au contraire, quand on investit dans un logement social, on vient premièrement solidifier le filet social d'une communauté. Mais chaque dollar investi, la SHQ estime que chaque dollar investi en logement social, c'est une retombée économique de 2,30 $ dans la communauté. C'est-à-dire qu'une personne qui est à faible revenu, qui ne paie pas trop cher pour son loyer, qui paie selon ses capacités de payer, mais elle peut dépenser des sous dans sa communauté. Elle peut se nourrir localement, elle peut se divertir, consommer les biens. Donc, c'est des sous qu'elle a pour investir dans sa communauté puis être active. Donc, faut le voir vraiment comme un investissement au niveau de sa communauté. Puis, ça a aussi un effet de réduire l'utilisation des services sociaux, des services publics. Tu sais, les gens qui sont en situation de d'itinérance, les gens en situation de handicap, les personnes avec des problèmes de santé mentale, quand ils ont un toit,
qui peuvent s'offrir et se payer, qui vient aussi à certains égards avec des services parfois et de l'accompagnement. Mais ça fait que c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans les services publics après, qui restent dans leur communauté, qui vivent dans leur communauté. Fait que c'est comme ça qu'il faut le voir, le logement social, et non pas comme une dépense, mais vraiment comme un investissement. C'est sûr que c'est long. Le dossier du logement, là, c'est quelque chose de longue haleine. Tu peux pas avoir des retombées là, au bout d'un an ou deux. Tu sais, lever un édifice de terre, ça prend 5-10 ans des fois. Là, ça vient d'une longue mobilisation d'une communauté. Il faut lever des fonds, il faut avoir des terrains. Tu sais, il y a beaucoup de conditions avant d'arriver à ce que les locataires rentrent dans leur logement. Tu sais. Fait que ça, c'est un travail de longue haleine, mais il faut le commencer puis il faut y travailler parce que si on fait jamais rien, ça va pas aboutir. Fait qu'il faut se dire qu'on est on se met en action dès maintenant. Merci Maude pour la vidéo. C'était très apprécié. Vous la retrouverez aussi sur la page d'accueil du site web. Donc, pour poursuivre, en fait, vous l'aurez compris, la plateforme Ensemble Logement, c'est le fruit du travail concerté, comme disait Isabelle aussi en début de rencontre, de 8 organisations qui travaillent ensemble depuis bientôt 2 ans. Je vous présente les membres du comité de travail. Puis, si vous voulez, membres du comité de travail, faites un petit coucou quand je vous nomme. Donc, on a Maude Bégin-Godette qui est à l'écran aussi du CIS de la Montérégie-Ouest, Caroline Frelon de la Direction de la santé publique de la Montérégie, Nathalie Genet du groupe de ressources techniques Sud-Ouest. On a Élie Gravel et Sébastien Côté-Garant de l'organisme Outils. On a Célia Corriveau du pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, Francis Doyon de la MRC des Jardins de Napierville, Philippe Jalon de la CDC des Jardins de Napierville et moi aussi. Vous en saurez davantage en fait sur leurs différentes expertises en matière de logement un peu plus loin dans la présentation et évidemment aussi sur la plateforme. Maintenant, parlons de la petite histoire de la plateforme. On commence en 2018 avec le CIS de la Montérégie-Ouest et le groupe de ressources techniques Sud-Ouest qui commande au consultant Alan Gaudreau un rapport sur le portrait et les perspectives de développement en matière de logement social et abordable pour l'ouest de la Montérégie. À ce moment-là, quand le document est terminé, il y a des activités de mobilisation et d'appropriation qui sont prévues. Malheureusement, la COVID frappe et il est impossible avant février 2022 de tenir un colloque pour l'ouest de la Montérégie, un colloque d'appropriation qui a finalement eu lieu en virtuel. À ce moment et à la suite du colloque, avec les impressions aussi des participantes, un constat est clair. Dans l'éventail des choses à mettre en place pour soutenir le développement de logements social et abordable, le comité d'organisation est en mesure de rassembler ses expertises puis de développer un outil qui centralise du contenu et des expertises à l'intention du milieu municipal principalement. Pendant presque 2 ans, le comité a travaillé en concertation pour développer la plateforme qui est présentée aujourd'hui. Et pour bien identifier le public cible auquel on s'adressait, Célia Corriveau du pôle d'économie sociale nous présentera les ateliers auxquels on a participé en fait pour pouvoir identifier le public. À toi, Célia. Bonjour tout le monde. Donc, exceptionnellement, dans le fond, on a pu, le groupe, le comité qui s'occupait du logement de concertation Horizon a pu bénéficier des ateliers d'Élabore. Normalement, ils sont offerts vraiment aux organismes qui veulent faire de l'économie sociale, mais là, dans le cadre d'une entente qu'on avait développée avec Concertation Horizon, on avait décidé de voir si c'était possible d'utiliser ces ateliers-là pour développer un nouveau projet collectif. Donc, je vous montre le fruit de notre démarche. Donc, le pôle d'économie sociale, pour ceux qui le connaissent pas, a pour objectif de concerter les acteurs de l'économie sociale. On a aussi maintenant comme objectif de stimuler l'émergence de nouvelles entreprises d'économie sociale sur le territoire. Donc, c'est dans cette optique-là que Élabore a été mis sur pied pour appuyer les porteurs de projets au niveau de leur impact et du choix de leur public cible. Donc, voici ce qu'on a fait ensemble avec le comité logement. Donc, on a fait un premier atelier pour essayer de voir comment on pouvait avoir le plus grand impact possible sur notre public cible. Donc, on a pris beaucoup de temps là, pour essayer de voir, de comprendre la problématique sur le territoire et aussi comprendre notre public cible. Le public cible qui avait été choisi à ce moment-là, c'est les élus, mais tout au long de la démarche, on a toujours gardé en tête que la plateforme pourrait être utilisée aussi par les porteurs de projets.
Comment on fait pour comprendre notre public cible? Bien, il faut aller le voir. Puis je pense que c'est ça qui est très novateur là, au niveau de la plateforme. Les membres du comité sont allés consulter des élus. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est le fruit de leur travail, un peu brouillon. Bien, un peu brouillon, c'est moi qui ai pris les notes, là. Leur travail n'était pas brouillon à eux. Mais ils sont allés consulter là, les élus. Puis, on a mis ensemble, dans le fond, le résultat de ces discussions-là pour pouvoir formuler une proposition de valeur. Donc, on voulait, tantôt j'ai dit que ce qu'on voulait faire, c'est réfléchir à l'impact qu'on voulait avoir, puis on voulait aussi réfléchir à notre public cible. Donc, au niveau de l'impact, ce qu'on a fait comme réflexion, dans le fond, on est parti de la situation actuelle ou de la problématique, ce que je montrais tantôt. Le projet, c'est la plateforme. Puis ce qu'on a voulu avoir comme résultat, c'est de redonner le pouvoir aux élus d'être des alliés en matière de logement social. Donc, ce que ça leur représenté en termes de proposition de valeur, euh, là, je ne vous ai pas expliqué c'était quoi la proposition de valeur. La proposition de valeur, dans le fond, c'est une démarche où on veut comprendre ce que le public cible vit. Donc, c'est pour ça qu'on est allé le questionner. On veut vraiment se mettre à sa place. C'est une démarche hyper empathique pour pouvoir voir c'est quoi les grands problèmes qu'il vit. Puis plus on va répondre à des problèmes qu'il vit, bien, plus il va utiliser la solution qu'on lui propose. Donc, la deuxième partie de la proposition de valeur, c'est la solution qu'on propose aux problèmes identifiés. Donc, je vous montre les résultats. Vous pourrez d'ailleurs évaluer là, ce qu'on va vous présenter plus tard en fonction de cette proposition de valeur-là. C'est ce qui a guidé là, la réflexion puis l'élaboration de notre outil qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, quand on a questionné les élus, les plus grands problèmes qui sont ressortis, c'est qu'ils disaient qu'il y avait peu d'opportunités de développement. Beaucoup nous disaient qu'il n'y avait pas de terrain. Les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté qui peuvent faire dérailler le projet les préoccupaient grandement parce qu'ils l'avaient déjà vécu ou ils avaient déjà vu cette situation-là. Puis aussi, un autre enjeu ou quelque chose qui les préoccupait beaucoup, qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils veulent évidemment intervenir sur leur propre territoire comme ils ont été élus pour intervenir sur leur ville à eux. Donc, pour pouvoir répondre à ces problèmes-là, on a essayé de faire une plateforme qui faisait la démonstration de toutes les possibilités de développement. Donc, ce n'est pas nécessairement juste à partir d'un terrain vierge qu'on peut construire du logement hors marché ou qu'on peut faire plutôt du logement hors marché. On voulait aussi qu'il y ait accès à des informations qui mettent en lumière la plus-value du logement social pour venir un peu contrebalancer cette idée-là de préjugés envers les personnes en situation de pauvreté. Puis aussi, on voulait, pour pouvoir vraiment les soutenir au niveau de leur intervention, on voulait vraiment centraliser les informations puis les expertises pour appuyer leur action. Donc, c'est la proposition de valeur qu'on s'est entendue pour pouvoir, puis qui nous a guidés là, tout au long du projet. Merci beaucoup, Célia. Donc, pour mettre ces solutions-là en place, on a développé une plateforme qui est mise à jour régulièrement et qui est évolutive. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est le point de départ. Avec le comité de travail, on a vraiment le souci de mettre à jour et de développer différents dossiers, dont certains on a déjà identifiés dans le futur. Comme Maude le disait aussi bien dans la vidéo, la plateforme se veut un point de départ pour les équipes municipales, incluant les élus, afin de les aiguiller et de répondre à leurs besoins complémentaires en un seul lieu en matière de logement hors marché. Et la plateforme peut être aussi utile à des porteurs-porteuses de projets qui souhaitent en savoir davantage et mieux comprendre l'écosystème dans lequel leur projet s'inscrit. Le contenu rassemblé a la couleur des 5 territoires de l'ouest de la Montérégie. Le contenu, de façon générale, peut s'appliquer à différents territoires. Il y a tout de même le souci de répertorier des ressources et expertises locales, ainsi que de dépeindre les réalités CMM et hors CMM notamment. Les objectifs de la plateforme sont de vulgariser les concepts liés au logement hors marché, de rassembler des données, des guides, des exemples de projets, d'inspirer les milieux et de démarrer leur projet d'habitation et de faire preuve de créativité, et surtout à référer vers les expertises les mieux à même de soutenir les projets pour leur permettre de réussir. Alors là, on rentre dans le crunchy de notre lancement, en fait. On vous amène sur la plateforme Ensemble Logement. Et voilà, donc bienvenue sur la plateforme. Pour le projet, en fait,
pour la prochaine section, comment on va fonctionner, c'est qu'à travers la présentation des sections, je vais aussi donner la parole aux différents membres du comité de travail qui vont vous parler de leur expertise, leur implication à travers les différentes sections, puis aussi ce qu'on va trouver brièvement à chacun des onglets. Donc, à la page d'accueil, bien évidemment, vous trouvez le mot bienvenue, les différents objectifs et aussi les noms des membres du comité de travail. Et à la toute fin, vous allez voir ici, vous pouvez communiquer avec nous, soit directement en écrivant dans la petite boîte qui se trouve identifiée par message, sinon au bonjour à commercial-ensemblelogement.ca. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le bouton Urgence logement ici qu'on a décidé d'intégrer en fait parce qu'on s'est dit qu'en ce moment, avec la crise du logement qu'on vit, peut-être qu'il y aurait des personnes qui se rendraient sur la plateforme ensemble en ayant un besoin spécifique d'urgence en logement. Donc, puisqu'on a un milieu qui est très, très actif au niveau des filets de sécurité en matière d'urgence en logement, on a répertorié pour les 5 territoires de l'Ouest de la Montérégie les différentes ressources, donc les services d'aide à la recherche de logement, les numéros de téléphone aussi, les coordonnées des comités logements qui sont disponibles sur notre territoire et différentes campagnes aussi qui ont lieu actuellement pour l'Ouest de la Montérégie. Ensuite, on va poursuivre donc on va poursuivre la visite guidée avec Caroline Frelon et Maude Desjardins-Godette qui représentent la santé publique locale et régionale pour la section Pourquoi du logement hors marché. À vous la parole. Oui, merci Isabelle. Donc, on va faire notre présentation en 2 parties. Je vais commencer pour la première partie. Je m'appelle Caroline Frelon. Je suis agente de promotion et de programmation et de recherche à la direction de santé publique au niveau régional. Je suis dans le secteur de la promotion et de la prévention et je suis particulièrement dans le service communauté et municipalité en santé. Je m'occupe principalement en fait du dossier du logement. Je vais commencer en fait par vous présenter l'offre de services de la santé publique en général. Puis Maud poursuivra avec notre application au niveau du contenu de l'outil plateforme ensemble, logement ensemble. Donc, moi, je m'occupe particulièrement du dossier en fait du logement comme déterminant de santé à l'instar de la sécurité alimentaire, du transport, du revenu, de l'emploi. En fait, quand on parle d'un déterminant social de santé, ben, c'est tout ce qui peut avoir éventuellement un effet sur la santé de la population. Puis en l'occurrence, pour le logement, bien, de par ses caractéristiques, qualité, taille, abordabilité, localisation, eh bien, en fait, dépendamment de ces caractéristiques, on peut avoir en fait un logement qui est favorable à la santé ou moins favorable à la santé. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on s'inscrit, la santé publique, au niveau du logement. On s'inscrit tant au niveau du local qu'au régional. On travaille ensemble, en fait, les intervenants locaux qui sont les organisateurs communautaires et les agents de promotion, mais avec le régional comme par ma personne, en fait, pour travailler ensemble dans un objectif commun. Je vais vous présenter l'offre de service, mais sous l'angle en fait d'un petit historique, parce qu'en fait, l'application de la santé publique au niveau du logement s'est intensifiée au fil des années. Et vous allez voir un petit peu la raison d'être, un petit peu de cette intensification de l'offre de service. Tout d'abord, en fait, évidemment, la santé publique s'est beaucoup inscrit au niveau de la qualité du logement en matière d'insalubrité, dans le cadre de tables de concertation des acteurs, dans des processus d'intervention, de cheminement avec les différents acteurs en matière d'insalubrité, de lutte à l'insalubrité. Au niveau en fait local, Maud en fait a présenté tout à l'heure en fait dans le cadre du vidéo, mais elle est une fière représentante en fait de l'organisation communautaire qui sont les organisateurs communautaires sont vraiment importants en fait au niveau local. Ils sont là pour concerter, mobiliser, animer le milieu, les acteurs, et ils sont souvent là en fait au sein des tables, faire le lien avec les acteurs, les mobiliser, puis voir un petit peu comment en fait travailler avec la communauté dans une perspective commune pour pouvoir répondre à des enjeux. Et c'est le cas en fait de l'enjeu logement, tant au niveau de la qualité et autres.
Mais notamment, en fait, dans le cadre des concertations, ils s'inscrivent beaucoup, notamment ces dernières années, en fait, sur la mobilisation au regard du logement social et communautaire, mais surtout de répondre, dans le cadre des inégalités sociales de santé, une attention particulière, en fin de compte, à des personnes plus défavorisées, des revenus faibles, modestes, ou des personnes, en fin de compte, avec des situations de handicap. Et ils soutiennent beaucoup les OBNL et les coopératives au développement de projets de logement social et communautaire. Donc, ils font depuis longtemps, qu'ils s'inscrivent aussi, en fin de compte, dans la promotion du droit au logement aussi, avec les partenaires. En 2015, en 2016 plutôt, en fait, la directrice de santé publique a rédigé, en fait, a publié un mémoire santé publique dans le cadre de la consultation publique de la Société d'habitation du Québec, dans le cadre de la révision des programmes. Et là, en fait, on a émis des recommandations, puis on a bonifié nos ressources au regard du logement au sein de la santé publique, en se dotant d'une ressource régionale, en fait, à temps complet, en promotion de prévention, en soutien, en fait, notamment au niveau des acteurs locaux, mais pour faire aussi le lien avec, en fait, le national, pour pouvoir, il y a vraiment, c'est une priorité que c'est doté la Montérégie en matière, en fin de compte, d'action au regard du logement. Donc, c'est une prise de décision, en fait, qui a été favorable au vote pour l'enjeu du logement. Et en 2020, en fait, autour de 2020, en fait, la crise la crise du logement, la crise de l'habitation s'est amplifiée depuis ces dernières années, notamment au niveau après de la pandémie. Et évidemment, en fait, la pénurie de logement, et qui plus est, en fait, la pénurie de logement au niveau du logement abordable, ce qui veut dire que finalement, en fait, on n'a pas accès à du logement, on a de moins en moins accès à du logement, mais en plus, on a de moins en moins, en fait, accès à du logement abordable. Puis abordable, toute cette notion d'abordabilité pour qui, évidemment, en fait, a mis en lumière, justement, a mis en perspective une augmentation des facteurs de risque à la santé au niveau de la population, que ce soit au niveau de la santé générale, physique et mentale, mais au niveau de la stabilité résidentielle également. Et là, en fait, c'est très clair, on le voit aussi, en fait, sur les territoires, au niveau de l'itinérance, que ce soit l'itinérance invisible que l'itinérance visible. Puis, donc ça, c'est véritablement, en fin de compte, dans cette crise aiguë, qui met en perspective la crise actuelle au niveau du logement comme une crise, un enjeu de santé publique, auquel, en fait, la Montérégie, en fait, s'est inscrite dans une volonté, en fait, d'agir et de travailler à la promotion, oui, mais surtout, en fin de compte, d'agir dans une perspective de prévention. Et cette bonification de l'offre de services s'inscrit notamment, en fait, dans une promotion à la création de milieux de vie favorables à la santé, de la mise en place de visions de développement résidentiel à long terme, car c'est long de développer, puis c'est surtout de s'inscrire dans les capacités de développement, puis de s'inscrire, en fait, aussi, de prendre en considération les freins au développement, mais on doit inscrire, en fait, le développement du logement dans l'encadrement de ce développement pour répondre aux besoins de tous. Puis on est pas mal, en fait, dans une perspective de prévention à l'heure actuelle, et à travailler notamment avec les partenaires. On fait de la sensibilisation aussi, hein. Les mémoires se sont inscrits au niveau de la santé publique. On a fait un mémoire sur la politique métropolitaine d'habitation, et dernièrement sur le plan de lutte à la pauvreté. Et c'est là où, en fait, on a bonifié notre offre de services, notamment si on a travaillé beaucoup avec la communauté. Là, en fait, notre offre se déploie également auprès des acteurs municipaux, qui sont des acteurs incontournables, mais des acteurs importants. Mais il y a c'est complexe, le logement, hein, c'est des responsabilités partagées. Et nous, on souhaite, en fait, la santé publique être un acteur aidant, en fait, un collaborateur auprès des municipalités puis des MRC. On propose des portraits municipaux à l'échelle MRC, à l'échelle municipale, pardon, sur les conditions de logement, toujours dans une perspective de santé publique. Donc, ces fiches, en fait, de portraits, de faits saillants, sont des outils d'aide à la décision, d'aide à la réflexion, notamment pour soutenir la réalisation de diagnostics en habitation. Puis là, je pense notamment aux OGAT, en fait, les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, où on a besoin les MRC vont avoir besoin d'un portrait diagnostique en habitation. Et on offre également des ateliers à la demande des municipalités, faits sur mesure, selon leurs besoins, tant au niveau de la sensibilisation, la promotion, l'accompagnement.
Et on travaille également en fait on poursuit un outil, un produit phare en fait que les municipalités connaissent, qui sont les évaluations d'impact santé. C'est de travailler avec les municipalités sur l'analyse en fait de politiques publiques en devenir, sur des plans stratégiques, sur des programmes particuliers d'urbanisme ou des politiques d'habitation ou des projets résidentiels où on peut amener en fait notre input au regard des impacts santé d'un point de vue de planification. Donc voilà en fait grossièrement l'offre de services de la santé publique tant locale que régionale. Vous allez la retrouver en fait sur le site évidemment de plateforme Ensemble Logement et puis vous aurez en fait l'occasion de passer notamment via les ressources locales, les agents de promotion ou les organisateurs communautaires pour pouvoir en fin de compte faire valoir votre besoin potentiel. Sur cette base-là, je vais donner la parole à ma collègue Maude qui va poursuivre justement pour vous présenter un petit peu comment nous avons contribué en fait en contenu dans le cadre de cette plateforme. Voilà, merci. Merci Caroline. Bonjour, Maude Bégin-Godette, organisatrice communautaire au CIS de la Montérégie-Ouest. Caroline a bien mis la table là, sur notre offre de service, puis j'ajouterais en fait que l'organisation communautaire, depuis plus de 30 ans, mobilise les communautés, mobilise les citoyens. Justement, il s'est vu naître beaucoup de projets de logements sociaux, étant donné, c'est à cause de lutte citoyenne. C'est comme ça que c'est né, hein, le logement social. C'est pas gagné, c'est pas donné, le logement social, c'est gagné hein, à l'issue de grandes luttes. Fait que, voilà, donc c'est comme ça que nous, on est inclus dans le dossier du logement depuis tout le temps. Puis c'est les inégalités sociales là, qui nous, qui est notre motivateur à tous les jours, à essayer de les combattre, y mettre un terme idéalement. Donc, de là, l'expertise qu'on a mis en commun, la santé publique et l'organisation communautaire, pour parler de la section sur le logement hors marché. Là, je vous aurai l'occasion d'aller lire tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais on voulait vraiment identifier c'est quoi le logement hors marché, le logement social et communautaire. Là, si on clique sur on n'ira pas voir là, maintenant, là, mais sur les mots en vert, là, il y a des définitions, il y a un lexique, fait que ça vient vraiment cadrer quels sont les concepts qui sont importants à comprendre pour être capable de bien savoir c'est quoi le logement hors marché, c'est quoi les différentes tenures. On voulait également avoir un éventail de c'est quoi les bénéfices du logement hors marché pour la communauté. Donc, on voulait le rendre, le vulgariser. Donc, qu'est-ce que ça vient prévenir, qu'est-ce que ça réduit, qu'est-ce que ça augmente. Donc, on l'a mis sur point de forme comme ça. Ensuite, on va aller plus bas. Donc, c'est important aussi de cadrer le logement est un déterminant important de la santé. On en a parlé, c'est le moteur de notre action. Fait qu'on voulait vraiment mettre la table là-dessus, à quel point le logement, c'est pas un bien, hein, c'est une condition essentielle de vie. Donc, c'est important de le cadrer dans ce cadre théorique-là. Donc, c'est là qu'on a bien voulu le poser pour que ce soit bien compris avec tout le schéma des déterminants sociaux de la santé. C'est bien expliqué. On peut descendre encore. Et là, ce qui était important, oups, juste un petit peu plus haut, Isabelle, je m'excuse. On voulait cadrer quand même les concepts, tu sais, au niveau de la taille, la localisation, de la stabilité résidentielle, l'abordabilité. Tout, c'est des éléments forts à prendre en considération en termes de logement. C'est vraiment, c'est par là que ça passe, en fait. Là. Fait que là, on peut descendre aussi. C'est les conditions d'un bon logement qui sont déterminées aussi par, entre autres, la SCHL détermine qu'un logement acceptable, ben, il doit être de taille convenable, c'est un logement qu'on est capable de se payer et tout. Et là, l'abordabilité, qui est vraiment un facteur clé, c'était important de le cadrer parce que si on n'est pas capable de se payer un logement, bien là, tout le reste en découle. C'est une condition domino, on pourrait dire, hein, c'est par là que ça commence, l'abordabilité. Et il y avait des concepts importants qui c'était important de définir, comme les besoins impérieux en logement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est important de les nommer, de les expliquer. Ça correspond à un logement. Si on paye plus de 30 de son revenu avant impôt, mais on a un problème de logement, en fait. Là, que ce soit la taille, la qualité et l'abordabilité, ces trois dimensions-là, s'ils ne sont pas réunis, on a des besoins impérieux en logement. Il fallait le cadrer, l'expliquer, parce qu'après ça, c'est là c'est possible d'aller justement faire un peu un plaidoyer auprès des instances pour être capable d'expliquer pourquoi le logement social, le logement hors marché est essentiel. Et souvent, quand on commence à présenter le logement hors marché, bien, rapidement vient le ouais, mais le pas dans ma cour, hein, ouais, mais nous, on n'en veut pas, oui, mais ça attire des gens, j'en ai un peu parlé dans la vidéo, hein, ça attire des gens qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans notre communauté. Et c'est important dans un projet de logement social et communautaire de
de défaire le syndrome du pendant ma cours, de s'y attaquer dès le début, donc de commencer avec la communauté à le travailler en amont du développement du projet. Et là, là-dessus, on a des guides là, qui sont dans la section pour aller plus loin. Il y a des guides qui expliquent comment travailler en amont puis travailler avec la communauté pour être capable de surmonter cet enjeu-là. Nécessairement, il fallait parler aussi de la mixité sociale. On entend souvent que on va faire des ghettos, de pauvreté et tout. Donc, c'est important de penser le développement du logement hors marché d'une autre façon. Hein, c'est plus comme il a déjà été développé. Ça prend une mixité sociale, donc avoir des quartiers où il y a des gens de différents revenus dans notre communauté, c'est essentiel. Mais la mixité fonctionnelle aussi, donc des locaux commerciaux avec des logements, donc avoir des quartiers à dimension humaine où on peut se déplacer pour vivre dans notre communauté. Donc, ça ne soit pas juste des maisons puis juste des commerces. Donc, être capable d'avoir des déplacements actifs. Il faut penser à tout ça quand on développe nos municipalités. Si on monte encore, on continue. Donc voilà, ça c'est, on en parle de mixité. Et là, on a mis une tonne de références dans la section. Donc, il y a plein de documents super intéressants à aller découvrir. Entre autres, j'attire l'attention sur un logement que l'équipe du CIS de la Montérégie-Ouest a pondu il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle l'ABC du logement social en organisation communautaire. On est très fiers de ce document-là. Donc, il y a quand même des éléments sur lesquels on s'est inspiré pour bâtir cette page-là de notre plateforme. Donc, je vous invite à aller les regarder, les lire. Il y a vraiment des beaux documents, des belles ressources. Puis évidemment, tout ça est appelé à être bonifié. Donc, on la lance aujourd'hui, la plateforme, mais au fur et à mesure qu'il y aura des nouveaux documents, des nouvelles sections qui vont nous être demandées, par exemple, dans Pourquoi du logement hors marché, où on pourra le bonifier. Donc, voilà, c'est la section qu'on vous offre. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation du premier onglet. On poursuit la présentation et notre visite guidée du site Web Ensemble Logement avec Célia Corriveau pour l'onglet Étape d'un projet. Donc, dans cet onglet-là, comme vous pouvez voir, on va pouvoir retrouver les étapes et les expertises. Donc, en premier, vous voyez les étapes du projet. Donc, on part à partir du moment où on a une idée de projet. Donc, là, à ce moment-là, vous pouvez appeler, entre autres, le pôle d'économie sociale, puis on va vous aider à peaufiner votre idée. Quand cette idée-là est un petit peu plus travaillée, bien là, vous allez tomber en phase de pré-développement. Puis là, les groupes de ressources techniques vont être là pour vous accompagner à ce moment-là. Ensuite, vous allez développer votre projet, puis le réaliser. La suite de cette page-là est vraiment sur les expertises. Donc, vous allez pouvoir comprendre c'est quoi les groupes de ressources techniques avec leur petit nom coquin, les GRT. Après ça, l'offre de services intégrés local en matière de santé publique, ce que Caroline vient de vous présenter. Ensuite, vous avez les CDC, les MRC et puis le pôle d'économie sociale. Tous leurs services là, vont être détaillés là, dans cette section-là. Je poursuis, Isabelle? Oui, d'accord. Donc, après ça, vous avez qu'est-ce qui est considéré dans votre écosystème. Vous allez pouvoir voir dans cette section-là les fiches socio-démographiques puis les organisations qui sont à mobiliser. Puis après ça, il va y avoir des séries d'outils là, sur l'adaptation au changement climatique et sur l'accessibilité universelle. Merci beaucoup, Célia. Je vais aller à la fin de la section pour que vous puissiez voir donc accessibilité universelle et logement ici. Prochaine section, on va aborder les leviers d'action municipaux avec Francis Doyon, qui est urbaniste à la MRC des Jardins de Napierville. Oui, donc bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci encore de nous avoir invités pour ce beau projet-là, Isabelle. Comment parler de logement sans parler d'aménagement du territoire ou d'urbanisme? Donc, ça a été un peu ma spécialité dans cette page web-là à présenter. Donc, en premier lieu, on a un peu les outils et les paliers décisionnels en urbanisme. Là, juste mentionner ici en haut, on a aussi une référence au guide du MAMA. Je sais pas si c'est écrit consulter le guide, là. Donc, le guide de la prise de décision en urbanisme qui vient un peu aller encore plus dans le détail de ce qu'on présente aujourd'hui.
Mais là, dans le fond, on venait présenter, mettons, on a un palier municipal, ben, c'est quoi nos outils? Donc, on a les plans d'urbanisme et les règlements de zonage. Après ça, on a les MRC qui, eux, ils ont leur schéma d'aménagement. Ensuite, on a la CMM qui englobe certaines municipalités et certaines MRC du territoire. Mais eux, ils ont leur outil qui s'appelle le PMAD ou le plan métropolitain d'aménagement et de développement, pour ensuite tomber dans les OGAT ou orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ce qui est ensemble de la province. Pour parler un peu plus de ces OGAT-là, ici, on avait une mention concernant tout le projet actuel de la CAQ, c'est-à-dire les nouvelles orientations avec ce qu'on appelait la PNAT, la politique nationale en architecture et en aménagement du territoire. Il y a bien des sigles là, dans cette section-là, désolé. Mais bref, sont en révision. Ben, ça achève en fait. Je pense qu'ils vont être adoptés cet automne et rentrer en vigueur cet automne. Donc, c'est important pour nous d'avoir un peu ces changements-là. Comme on l'a dit, la plateforme est évolutive et donc être au courant de l'actualité en aménagement et comment ça va se découler au niveau des logements, c'est super important. Donc, c'est ici qu'on est venu tout placer ça, ces nouvelles orientations-là. Par la suite, ici, on a également, en plus des orientations, il y a également les projets de loi que le gouvernement dépose qui viennent spécifiquement toucher nos logements. Donc, on avait les projets de loi 39 et 31. Si je ne me trompe pas, 31 est en vigueur et 39 est encore en développement. Et il y avait le projet de loi 16 qui est entré en vigueur l'année passée. J'ai un petit blanc pour la date d'entrée en vigueur, mais ça fait un petit moment et ça avait venu changer beaucoup de choses au niveau de l'aménagement. C'était tout en lien avec cette politique nationale-là. Donc, encore une fois, c'est important de keep up, désolé d'anglicisme, avec les événements courants. Par la suite, si on descend, on tombe un peu dans les rôles des leaders ou des partenaires, qui est un peu décrit ici avec certains leviers. Puis là, il y a comme plusieurs éléments. Bien, on a des éléments aussi pour venir inspirer les gens, les municipalités. Notamment, encore plus loin, on a des initiatives inspirantes faites à l'ensemble du Québec. Puis il y en a un aussi qui n'est pas très loin, si je me rappelle bien, là, il y en avait un projet à Sainte-Barbe là, qui est dans notre Le MRC premier Houdin. ici. Voilà. Exactement. Donc, comme quoi, c'est pas impossible de faire du logement social en ruralité. Mais je pense que ça fait pas mal le tour pour ma section. Oui, merci beaucoup, Francis. On va continuer. Je nous ramène aux onglets. Donc, on va aborder les financements disponibles avec Sébastien Côté-Garant d'Outils, anciennement GRT Rive-Sud. Bonjour, merci. Oui, en effet, Outils, anciennement GRT Rive-Sud, on est un organisme qui est issu de la collaboration de trois partenaires engagés dans l'habitation. En fond, initialement, c'était la Fédération des OBNL, Solide et le Comité Logement qui ont fondé ça. Depuis, la Fédération des coopératives d'habitation s'est joint et même un autre GRT est en train de se joindre à Outils. En fait, nos services principaux, c'est la gestion de projets immobiliers et résidentiels de toutes les teneurs, là, coopératives, OBNL ou les OH. On couvre plusieurs interventions. On parle de la construction neuve, l'acquisition, la rénovation, la transformation. Dans le fond, on offre un accompagnement personnalisé à chaque équipe pour la réalisation de leur projet. On est un outil pour vous. Aussi, dans nos services, qui est moins central, pour maximiser nos impacts, on a mis en place une aile qui s'occupe spécifiquement des partenariats et de l'innovation. C'est beaucoup mon rôle. Mon poste, c'est conseiller aux partenaires, au partenariat et à l'innovation. Côté financement, la section que je présente, dans le fond, le financement, c'est complexe. On l'a dit plus tôt, le groupe de GRT s'implique relativement tôt. Donc, on n'a pas besoin de tout savoir par cœur. Vous allez voir, c'est quand même assez lourd la section. Mais on a cru que c'était pertinent de le présenter parce que les programmes principaux de financement immobilier sans but lucratif, ça permet de comprendre l'écosystème aussi. Dans le fond, quand on va cliquer puis on suit les liens, on comprend que ça prend beaucoup de partenaires, il faut comprendre les rôles de chacun, les parties prenantes, puis ça nous permet de comprendre mieux qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi notre rôle à nous aussi comme élus dans tout ça. Donc, c'est une entrée en la matière. On le voit, on essaie de les regrouper, mais en fait, même si on essaie de les regrouper, on en a
besoin de plusieurs, peu importe les projets. Donc, on a du financement participatif, on a des financements publics, on a comme le réseau des GRT qui offre des financements aussi. Et là, on a les sous-financements, donc les programmes PFH, qui est un sous-financement du FAC. Bon, je n'irai pas dans tous les acronymes, mais on a un très grand regroupement des types de financements qui sont là. Et encore une fois, pas besoin de tous les apprendre par cœur, mais ça vous donne une belle entrée à la matière en financement. Merci beaucoup, Sébastien. Et on complète notre visite guidée avec Philippe Jalon de la CDC des Jardins à Pierreville qui va nous présenter la section lexique. À toi, Philippe. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous d'être présents. Merci donc de cette belle diversité aujourd'hui. Alors, le lexique, son intérêt, c'est de mettre les bons mots sur les bonnes affaires. Et puis, ça permet de travailler sur des définitions communes. C'est important pour ne pas se perdre. Et une CDC peut permettre de travailler en groupe sur des projets communs. Voilà la similitude avec le lexique. Donc, une CDC peut avoir une infinité de rôles, c'est celle qu'on veut bien lui donner, mais j'en ai relevé 4 principales. En termes de projet d'habitation, par exemple, la première, c'est par l'expertise territoriale de ses membres. Ce n'est pas la CDC qui invente les chiffres, c'est ses membres qui lui donnent. Donc, puis, si on compare ça également avec les rapports très précis de la santé publique, qui sont vraiment très bien faits, merci à la santé publique de son travail, une CDC peut identifier donc les besoins locaux de la population et participer à identifier des solutions au niveau municipal. Pour ce faire, une CDC va solliciter différents acteurs possibles et des experts. Donc, pour faciliter les liens, une CDC, c'est une facilitatrice. Elle peut permettre la mise en place de lieux de rencontre, par exemple une table de concertation. Et puis, en l'absence de structure porteuse de projet, une CDC peut faciliter la création d'un OMLL, que ce soit une coopérative d'habitation, que ce soit un OH, d'autres projets communautaires ou autres. En fait, une CDC, il faut le voir comme le carrefour des savoirs et des expertises multisectorielles. Et c'est valable également pour le logement. Merci beaucoup, Philippe. Bienvenue. Donc, vous voyez ici, la plateforme Ensemble Logement, c'est autoportant. Dans chacun des onglets, vous avez, on le pense, en fait, les informations suffisantes pour avoir un bon aperçu des différents concepts qu'on souhaite mettre de l'avant. Mais sa grande force, c'est d'abord le référencement vers des outils, des guides qui vont aller beaucoup plus en profondeur vers différents sujets qui vous intéressent et surtout vers les expertises. Donc, on vous a, par l'entremise des membres du comité, fait un peu l'éventail des expertises et encore plus là, qui sont sur notre territoire. Donc, c'est de partir de ça, puis ensuite d'interpeller les experts pour qu'ils viennent vous donner un coup de main pour que votre projet soit un succès. Donc, on poursuit la présentation, en fait, avec l'expérience d'utilisation. Donc, jusqu'à maintenant, qui est-ce qui a testé la plateforme? Donc, notre comité de travail, on l'a mis en place, on l'a déjà testé, hein? Mais ensuite, on est allé chercher des personnes qui se sont prêtées au jeu, en fait, pour voir si le contenu faisait sens, s'il manquait des éléments, s'il y avait des choses à ajuster. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a le pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, le PCEM, qui nous a fait une relecture, les CDC du Roussillon, Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent, Miguel Lemieux, qui est maire de Salaberry de Valleyfield, Isabelle Dubuc, qui est co-directrice de l'Élan des jeunes de Châteauguay, Isabelle Morin, qui est conseillère municipale de la ville de Sainte-Catherine, et finalement, Karine Richard, du département d'urbanisme de Saint-Cyprien. 4 de ces personnes ont accepté d'être avec nous aujourd'hui. En fait, ont accepté de nous transmettre aujourd'hui leur rétroaction au niveau de leur expérience d'utilisation. 2 d'entre elles sont présentes, donc on débuterait, mon ordre ici a changé. Donc, on débutera le retour sur expérience par M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry de Valleyfield. On poursuivra avec Isabelle Dubuc, qui est co-directrice de l'Élan des jeunes de Châteauguay. Et ensuite, il y a 2 personnes qui ne pouvaient pas malheureusement être présentes avec nous aujourd'hui, mais qui nous ont quand même transmis leurs commentaires. Donc, il y a Isabelle Morin, conseillère municipale de la ville de Sainte-Catherine, dont ses commentaires seront transmis par Maude de notre comité de travail. Et Karine Richard du service d'urbanisme de Saint-Cyprien nous a aussi transmis ses commentaires et c'est Francis Doyon qui nous rapportera les propos. Donc, pour faciliter, en fait, on veut vous voir, les personnes qui nous donnent les rétroactions. Donc, on va débuter avec Miguel. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc, Monsieur Lemieux, on vous voit.
Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. J'aimerais en quelques mots, si vous pouvez parler de votre expérience d'utilisation de la plateforme. Oui, donc merci Isabelle. J'ai eu la chance de tester la plateforme la semaine dernière. Ça tombait bien parce que nous, on est je suis maire là, de Salaberry de Valleyfield, préfet de la MRC Beauharnois-Salaberry. Donc, on a énormément de projets relatifs aux logements sociaux ou abordables, disons, en préparation, en analyse dans notre coin. Pour vous donner une idée, Salaberry de Valleyfield, la ville dont je suis maire, le taux d'inoccupation aux dernières nouvelles était à 0,1. Donc, depuis plusieurs années, on essaye entre 0,1 et 0,2 de taux d'inoccupation, malgré le fait on batte des records de construction à chaque année. Donc, on a un besoin criant. Et en fait, que j'ai remarqué, ce que je pense qui est le plus grand plus de la plateforme, c'est son aspect un peu de type guichet unique, là, c'est-à-dire de pouvoir y retrouver l'ensemble en tout cas le plus possible d'informations relatives au sujet qui est très vaste. C'est un des défis principaux là-dedans. Il y a tellement de données. D'abord, les intervenants en place, donc outre les gouvernements, les deux ordres en fait, les trois ordres de gouvernement comptant les villes, les GRT, les OMH, de plus en plus, on voit également des organismes disons, des OBNL qui sont créés aussi en parallèle des OMH, là, souvent dans le but de pouvoir être propriétaire des bâtiments construits. Donc, essayer de départager le rôle de chacun, c'est déjà un bon défi. Euh, L'autre avantage aussi, on vient d'en parler récemment, c'est au niveau des définitions. Si pour le logement social, ça va quand même plutôt bien, on s'entend ce que ça veut dire pour le logement abordable. C'est selon moi ce que je considère être un des concepts les plus souvent galvaudés, là. Ça m'a fait rager souvent dans les derniers mois, années, d'entendre parler de logement abordable, mais qui avait absolument rien d'abordable. Pour la seule et unique raison qu'à peu près tout le monde peut inventer sa définition de ce qu'est un logement abordable. Donc, je pense qu'on a un grand besoin de s'entendre le plus possible, tout le monde, sur c'est quoi un logement abordable. Je vous dirais même que nous, à Salaberry de Valleyfield, on a un règlement 432 où on a ce qui concerne le logement abordable qui nous permet d'en exiger dans certains types de projets où on a notre propre définition. Qui est selon nous plus avantageux du point de vue du locataire. Mais je pense que vraiment, on doit abandonner le plus possible la notion de marché quand on parle de logement abordable. Donc, je pense que ce qui importe, c'est que les logements abordables soient qualifiés ou comparés en fonction du revenu des ménages et non pas du marché. Et ce qu'on retrouve sur la plateforme, ça se rapproche beaucoup plus de ça. Donc, j'ai été agréablement surpris. Et enfin, un des principaux avantages qui pourrait également, c'est le commentaire que j'avais dit, est encore plus raffiné, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des programmes qui sont offerts. Et c'est, du moins, je crois, du point de vue des villes pour lesquelles je peux parler, un de nos principaux défis. Il y a tellement de programmes différents que des fois, ça en est compliqué de savoir auquel il faut adhérer, quel chemin prendre. Alors, ils sont tous listés, énumérés. La suggestion que j'avais donnée, c'est que on pourrait peut-être essayer de trouver un outil, peut-être sous forme de tableau ou quelque chose du genre, qui pourrait un peu expliquer les différences et subtilités entre les différents programmes, là, quelles sont les nuances d'un programme à l'autre pour aider là, les administrations qui veulent, disons, utiliser un de ces programmes-là, de savoir davantage sur lequel se tourner lorsqu'on a un terrain à donner ou un projet qui nous est soumis. Ils sont tous là. Donc, c'est le seul peut-être commentaire là, d'amélioration que je dirais. Donc, nous aider à faire la synthèse de tout ça, mais déjà juste de les retrouver, l'ensemble des programmes sur le même site avec tous les liens pour qu'on puisse se les approprier. C'est déjà un immense avantage parce que sinon, on est obligé d'aller les chercher individuellement partout avec le risque, évidemment, d'en oublier et passer à côté de quelque chose. Donc voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Lemieux. Et la suggestion est retenue. C'est quelque chose qu'on pourra travailler là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup. Donc, pour notre prochaine expérience d'utilisation, je laisse la parole à Célia qui interviewera Isabelle Dubuc de l'Élan des jeunes. Donc, on a demandé à Isabelle de tester la plateforme. Isabelle, qui est co-directrice de l'Élan. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Toi aussi. Oui, donc Isabelle, j'aimerais ça que tu m'expliques le projet qu'on travaille ensemble en ce moment. Oui. Donc, l'élan des jeunes, c'est un hébergement jeunesse, donc une auberge du cœur qui a vu le jour il y a déjà 13 ans, pour offrir un hébergement mixte pour les jeunes de 16 à 22 ans qui vivent l'itinérance ou qui sont à risque de vivre l'itinérance sur tout le territoire Jardin-Roussillon. Au fur et à mesure des années, on a consolidé l'hébergement ici et depuis les dernières années, malheureusement, on est nous aussi victimes de la crise du logement. On voit les jeunes qui séjournent à l'élan manquer de temps pour se trouver un hébergement, un logement pour la suite. C'est pas tous nos jeunes qui vont quitter un logement. Certains vont réintégrer la famille, d'autres vont avoir d'autres projets de vie. Mais pour ceux pour qui la trajectoire était vers le logement, il y a une différence majeure depuis les 2, 3 dernières années. Le séjour de 3 mois permet difficilement de réaliser cet enjeu-là. Donc, on est à travailler actuellement un projet de phase 2 qui inclurait non seulement des appartements supervisés pour les jeunes qui ont transigé par l'élan des jeunes, mais aussi un centre de jour répit climatique pour les gens vivant de l'itinérance sur le territoire. Parce qu'il faut savoir qu'à Châteauguay, il n'y a rien qui existe à ce niveau-là pour l'instant. Puis quand tu as regardé la plateforme, c'est quoi pour toi les points forts là, qui sont ressortis? Tes wow, admettons. Ouais. Ben, c'est sûr que les explications au niveau de la mixité, je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, je trouve que c'est important. Malheureusement, le syndrome du pas dans ma cour, on le vit souvent, surtout quand on est avec des clientèles fragilisées, tu sais, des jeunes itinérants, ça peut faire peur. Quand on parle de santé mentale, quand on parle de, tu sais, fait que quand on parle de mixité, je pense que c'est super important d'avoir un langage commun puis de comprendre ce que ça peut amener, cette collaboration-là, cette cohabitation-là, en fait, qui est vraiment intéressante. Donc, ça, c'est un de mes wow. J'ai trouvé aussi super intéressant qu'on n'ait pas oublié le petit onglet urgence logement parce qu'effectivement, là, Isabelle en a parlé en début, mais quand je voyais la plateforme, je me disais, oh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette plateforme-là, qui vont être en besoin immédiat. Puis est-ce qu'on va savoir leur répondre? Donc, oui, avec les lignes d'urgence, là, je trouvais ça super pertinent. Sinon, c'est sûr que tous les hyperliens, je trouve ça intéressant parce que c'est beaucoup de documentation. Tu sais, comme développeur de projet, on les récolte à gauche et à droite. On va avec un tel partenaire. Ah oui, t'as-tu entendu parler de ça? On va chercher la documentation. On siège sur des comités, on siège sur des concertations. On a accès à certaines expertises. Mais le temps de tout colliger ça, c'est long. C'est facile de s'y perdre. C'est facile de se perdre dans les versions aussi. Donc, d'avoir des hyperliens, puis d'avoir, tu sais, les sujets, puis de dire, ben moi, c'est ça que je veux aller approfondir un peu plus. Je trouvais ça très intéressant. Sinon, c'est sûr que le rôle des municipalités est aussi super important. Tu sais, c'est un partenaire incontournable là, quand on développe un nouveau projet. Donc, d'avoir un langage commun, de savoir un peu mieux comment ils peuvent nous soutenir, qu'est-ce qu'ils ont comme levier eux-mêmes là, d'intervention dans les projets, c'est super intéressant. Puis, M. Lemieux l'a dit aussi, là, le regroupement de l'ensemble des financements aussi, j'ai trouvé ça super pertinent parce que encore là, tu sais, on les récolte graine par graine, mais de les avoir tout regroupés, c'est vraiment intéressant. Là. Fait que c'était ça mes plus wow de la plateforme. Puis là, je sais que tu es en train de terminer ton canevas de modèle d'affaires, donc tu vas commencer à mettre en marche ton projet bientôt. Quand tu regardes cette plateforme-là, qu'est-ce que tu sais qui va vraiment t'aider puis t'appuyer là, concrètement? Là? Ben, beaucoup le langage commun avec les municipalités. Tu sais, nous, on a la chance de déjà être accompagnés par outils, donc il y a ce bout-là qui est déjà intéressant. Mais de dire, tu sais, nous, la prochaine étape, ça va être ça, d'aller un peu plus de l'avant avec notre municipalité, fait que d'avoir ce langage-là, puis de mieux comprendre déjà comment on peut leur démontrer là, la pertinence de tout ça. Parce que c'est facile, tu sais, nous, on est sur le terrain, on a notre langage organiste, je vais dire ça comme ça, tu sais, dans le sens où on voit le besoin des jeunes, on est avec eux au concret, mais de parler le langage municipal qui parle un autre langage parce qu'ils ont d'autres enjeux, ils ont d'autres visions que nous aussi. Donc, d'avoir ce langage-là, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Puis je te souhaite la plus grande des chances dans ce projet-là qui va faire vraiment une différence pour les jeunes de Châteauguay, puis peut-être même d'ailleurs parce que ça va être assez innovant ce que vous allez faire. Donc, bonne chance. Merci.
Merci beaucoup à vous deux. On va poursuivre avec le témoignage d'Isabelle Morin, conseillère municipale à la ville de Sainte-Catherine, rapporté par Maude. Oui, donc on a eu la chance là, d'avoir ses commentaires par écrit. Elle était désolée de ne pas être là aujourd'hui, mais on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses là, du public cible? Elle dit ben, que c'est des informations très pertinentes là, pour, entre autres, l'équipe du service d'aménagement du territoire puis le développement économique. Donc, elle trouvait que c'était vraiment bien adapté pour, pour les gens qui travaillent dans ces fonctions-là. Euh, Elle soulignait quand même, puis tu sais, je trouve que c'est important de nommer, que l'information, elle peut être quand même dense pour un élu. Fait que peut-être il y aurait possibilité de resserrer un petit peu quand on s'adresse directement à l'élu parce que des fois, il y a besoin d'être convaincu. Fait quelque chose d'un peu plus concis. Il y a peut-être moins le temps de lire des fois que les équipes administratives. Euh, Au niveau de l'objectif principal de rassembler toutes les expertises, ben, elle disait que l'objectif était réussi, qu'elle trouvait que c'était bien vulgarisé, encore une fois, pour les équipes administratives, elle le soulignait. Qu'est-ce qu'elle a le plus apprécié? Ben, la section sur les leviers municipaux, c'est une section, entre autres, qui, elle, étant conseillère municipale, l'interpelle particulièrement. Donc, elle était contente de retrouver cette information-là. Euh, donc, quels éléments qui pourraient lui servir pour le développement d'un projet? Bien, elle disait que c'est l'ensemble du site qui était utile, en fait, pour les équipes municipales et les initiateurs de projets. Elle trouvait que c'est la place où elle peut se référer pour aller chercher l'information. Puis, une suggestion intéressante qu'elle nous a faite, c'est qu'étant donné qu'il y a quand même plusieurs sections, plusieurs informations, un espèce de genre de questions-réponses par public cible pourrait aussi être bonifié. C'est quelque chose auquel on pourrait penser. Par exemple, vous êtes un élu. Pour quelle raison un élu est un acteur important dans le développement du logement? Fait que là, il faudrait expliquer un peu davantage. Fait qu'on était beaucoup peut-être dans le plaidoyer à ce niveau-là, ou une autre section qui pourrait être ajoutée à l'intention des promoteurs. Pourquoi, comme promoteur, je m'engagerais dans un projet de logement social? Comment si je réussirais à rentabiliser mon investissement? Donc, d'y aller de cette façon-là, ça pourrait être intéressant. Puis, c'est une idée qui pourrait faire son petit bonhomme de chemin à suivre, mais on trouvait ça intéressant quand même de le rapporter. Euh, Ensuite, son impression générale de l'outil, elle dit qu'elle, comme élue, elle gère tellement de dossiers à la fois sur lesquels elle n'est pas experte, hein, puis elle est souvent appelée à se prononcer sur différents sujets. Fait qu'elle dit la plateforme est très utile, mais elle, encore plus loin, elle ira encore plus loin, elle dit l'équipe administrative du service d'aménagement et celle du loisir bénéficierait de la connaître et d'avoir une présentation. Fait que, elle va faire le relais d'information, mais elle nous invitait à à déployer davantage dans les équipes municipales cette plateforme-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maude. On va terminer la rétroaction sur la plateforme avec le témoignage de Karine Richard, qui est du service d'urbanisme de Saint-Cyprien, avec Francis. Oui, juste une petite correction, c'est Saint-Cyprien de Napierville. Ah, Il n'y a pas parfait. de problème. Mes excuses. Euh, J'ai en profité aussi pour mentionner quelques points, moi, en tant qu'utilisateur, comment j'ai apprécié ça, là. En tant que coordonnateur de l'aménagement, je ne suis pas un spécialiste spécifiquement du logement hors marché, mais j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir toutes les étapes du projet puis le financement accessibles toutes sur la même page, là. Ça, personnellement, je trouvais ça bien. Euh, Puis dans le fond, un peu pour faire cette page-là, euh, spécifiquement celle sur l'aménagement du territoire, puis après ça, je vais vous lire un peu le message que Karine m'a laissé. Dans le fond, le but là-dedans, c'est d'avoir une personne comme Karine qui est comme pas tant d'expérience en urbanisme que ça. Elle vient du domaine municipal, oui, mais elle ne faisait pas d'urbanisme avant. Alors, juste une page comme ça, ben, elle a aussi tous les éléments clés pour se repérer. Même chose pour des groupes ou des OBNL qui ne se touchent pas nécessairement spécifiquement à l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme, ben, ils ont à leur portée tous ces éléments-là, tous sur la même page. Fait on trouvait ça important que ce soit là. Donc, c'est ça. Karine était un peu nouvelle au service d'aménagement. Je pense que ça fait 3 mois qu'elle est arrivée. Puis qu'avant, elle a fait beaucoup d'autres choses dans une autre municipalité, mais qui n'était pas de l'urbanisme. Et c'est aussi une réalité qu'on a beaucoup en région.
avoir du roulement au niveau des services d'urbanisme ou avoir une personne tout simplement au service d'urbanisme. Donc, quand on a des nouveaux étudiants ou des gens qui viennent de d'autres domaines qui arrivent sur cette page-là, vont être en mesure d'y accéder. Sur ce, je vous lis le témoignage de Karine. Donc, nouvelle dans le domaine de l'urbanisme, en tant que responsable de l'émission des permis et des travaux publics à la municipalité de Saint-Cyprien de Napierville, le site Ensemble Logement m'a permis de parfaire mon apprentissage sur le logement hors marché. Le site est un outil par excellence pour tous les types d'usagers, du néophyte à l'expert. Tous les éléments y sont. Une présentation claire, vulgarisée de façon simple par les gens du milieu, pour les gens du milieu et même plus. La structure du site est telle que nous trouvons rapidement les informations qui nous sont nécessaires et il y est très facile d'y naviguer. Avoir une source qui sera mise à jour quant aux subventions et aux ouvrages de référence en un seul lieu unique facilite grandement le travail. Les projets qui concernent les logements hors marché comportent plusieurs joueurs clés et des étapes à ne pas négliger. Pouvoir compter sur un outil comme ce site, où l'on retrouve à la fois les experts à contacter au besoin, un rappel des acteurs responsables à chaque étape du processus, et voire même des réalisations à titre d'exemple, est très apprécié. Il aide à doter tous les membres d'une équipe des bonnes connaissances et des bons éléments pour mettre sur pied des projets de logement hors marché viables. Chapeau au comité qui a rendu ce site possible, Karine Richard. Ben, merci Voilà. Francis, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de donner leur rétroaction. C'est très précieux. Puis là, vous avez vu la belle version de la plateforme, mais la semaine passée, elle n'avait pas l'air de ça. Fait que c'est vraiment grâce à vous, puis grâce à vous aussi, les membres du comité, qu'on a pu avoir cette belle version à vous proposer pour la journée du lancement. Le temps file. En fait, il nous reste encore du temps. Techniquement, on s'est donné 1 heure et demie, mais quand même, on avait une période de questions suivie de remerciements. Je vais inverser. Fait que pour les personnes qui veulent rester pour la période de questions, ce sera à la fin, mais je tiens quand même à souligner certaines choses, donc je conclurai ainsi. Euh, Sachez que notre comité est disponible pour venir vous rencontrer, pour qu'on approfondisse. C'est un outil qu'on souhaite être une carte de visite pour les acteurs et actrices qui sont intéressés et interpellés par le logement hors marché. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous écrire au bonjour@ensembleLogement.ca. Sachez que le site est déjà disponible, donc vous pouvez utiliser la ressource, la partager dans vos équipes, la réfléchir. Si vous avez des suggestions, des propositions pour des futurs dossiers, n'hésitez pas à nous écrire. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour remercier chaque membre du comité de travail pour votre riche contribution. Merci aussi aux personnes qui ont donné leur rétroaction. Je suis vraiment fière de ce qu'on a accompli ensemble et on n'aurait pas eu une aussi belle et pertinente plateforme sans chacune et chacun d'entre vous. Merci aussi à toutes les personnes et les organisations qui ont été interpellées tout au long du projet. Nous avons la chance de compter sur des collaborations au nord, dans l'ouest de Montérégie. Vraiment, en développement social, c'est incroyable. Merci aussi au Bahut technologique pour le soutien, pour la plateforme. C'est eux qui ont fait la mise en place, l'intégration contenu-contenant. Donc, merci beaucoup au Bahut aussi. Puis, je vous remercie aussi chacune chaleureusement d'avoir participé au lancement de la plateforme ensemble. On espère franchement que ça vous sera utile parce qu'on le fait vraiment pour vous et parce qu'on y croit. Donc, pour terminer, je laisserai quelques minutes en fait pour une période de questions. Allez-y avec des petites mains ou des questions aussi dans le chat. J'ai vu des choses aussi apparaître. Je vais inviter les membres du comité à y répondre tout autant que moi. C'est vous qui possédez l'expertise. Donc, le premier ou la première qui voudra répondre, je vous laisserai aller. Donc, est-ce que Maud, tu voulais avoir une réaction avant d'ouvrir la période? En fait, oui, Isabelle, je voulais quand même souligner ton travail parce que tu as remercié tout le monde, mais sans toi comme locomotive, le projet n'aurait pas vu le jour. Tu as travaillé fort, tu as tiré en avant pour que ça se réalise. Chapeau, chapeau, chapeau. Isabelle, vraiment, tu as super bien travaillé. Je te félicite. Ben, ça me fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Un des rôles d'une concertation, ça sert à ça. Fait que merci beaucoup, Maud. Ça me fait plaisir de t'entendre. Donc, pour la période de questions, nous avons Guillaume Gervais de Gravité Média. Oui, merci pour votre temps. En fait, j'avais 3 questions. La première, c'est est-ce que vous allez avoir une étape où ce que vous allez faire de l'attraction? Donc là, de ce que j'en comprends, c'est sur une base volontaire, donc les villes eux-mêmes vont aller sur la plateforme pour pouvoir se renseigner. On a monsieur le maire Lemieux qui était présent aujourd'hui, qui va pouvoir le partager à ses collègues des autres villes. Mais sinon, pour le reste, est-ce que vous avez une phase d'attraction? Est-ce que vous allez vraiment présenter? Je me rapporte au propos de la conseillère de Sainte-Catherine qui disait que peut-être une de ses équipes aimerait avoir une présentation. Est-ce que vous avez
cette étape-là de prévu? Est-ce que vous voulez donner vos 3 questions ou une après l'autre, on y Ouais, je vais répond? y aller une à la fois. Oui, parfait. Merci beaucoup pour la question. Je vous laisse, en fait, peut-être, membre du comité de travail, parler de comment vous allez utiliser la plateforme comme carte de visite. Ben, pour ma part, dans le fond, tous les projets qui vont passer par Élabore, qui vont toucher le logement de près ou de loin, vont être invités dès le départ là, à consulter la plateforme. Puis en fait, même moi, je vais m'y référer. En fait, moi, ça devient mon outil de travail aussi là, par excellence. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait 100 personnes aujourd'hui dans le webinaire parce que j'ai l'impression que tout le monde pourra aussi s'en servir là, comme outil de travail, qu'on soit accompagnateur, porteur de projet ou un élu, là. Merci. D'autres personnes voudraient... Ben, moi, je veux bien, Isa. Oui, vas-y, Caroline. En fait, ça reste un outil de promotion, hein. Donc, en fait, l'idée, puis de mobilisation. Donc, je pense qu'en fait, c'est intéressant de pouvoir se rallier à un outil pour pouvoir justement avoir les mêmes perceptions, les mêmes définitions. Donc, moi, je pense que c'est l'utiliser pour pouvoir se référer, puis l'animer, la rendre vivante. Donc, l'idée, c'est de l'utiliser comme un outil de promotion aussi, là. Mhm. Puis, je compléterais aussi en disant que pour nous, comme concertation intersectorielle de développement social pour les 5 territoires de l'Ouest, on a plusieurs de nos membres, en fait, qui ont différentes représentations, tout ça. Donc, c'est la plateforme Ensemble, c'est quelque chose qu'on va faire la promotion autant sur nos réseaux sociaux, tout ça, mais parmi nos membres. Donc, il y a vraiment cette phase de diffusion qui va être assurée de notre côté, en plus de devenir un outil de travail, carte de visite pour chacun des membres du comité. C'est un groupe ouvert aussi, hein, fait que c'est un travail collectif et en construction, donc on veut évolutif. Donc, j'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez faire partie du comité ou nous transmettre des informations, c'est un bon moment de le faire et de vous joindre à nous éventuellement aussi. Votre prochaine question? Oui, je me demandais, avant que ça existe, comment que ça se faisait dans le fond au niveau des villes? Je veux dire, comment qu'ils se débrouillaient pour pouvoir pour entreprendre ces démarches-là? C'était plus chaotique, c'était plus compliqué? Pourquoi que c'était plus compliqué auparavant? Et ça, je vous laisse y aller. Euh, ben, comme organisme d'aide au développement, je dirais que c'est devenu plus compliqué avec la multiplication des programmes aussi. Puis là, il y a eu l'urgence, la crise du logement aussi qui fait en sorte que c'est super important puis ça ébullitionne. Donc, je dirais que c'est la réalité qui nous rattrape. Puis là, c'est super important, mais de l'autre côté, il y a plein de programmes en même temps aussi pour venir complexifier la mise en chantier, disons. Donc, je pense que c'était nécessaire de développer cet outil-là. Pourrais Est-ce aussi que ajouter Francis? aussi, comme on disait, les villes, pour avoir vécu un peu l'évolution dans les dernières années. Auparavant, chez nous, on fonctionnait avec le programme Accès Logis. C'était pas très, très compliqué. En fait, la recette était entre guillemets simple. Donc, notre OMH de concert avec notre GRT déposait des projets au programme Accès Logis. Ça avait un avantage, c'est-à-dire le chemin était plus simple, mais un désavantage que c'était un programme qui était lourd et bon, c'était long entre deux projets. Le milieu a fait des demandes pour, disons, simplifier le processus. On a été entendu à un certain niveau, c'est-à-dire que le gouvernement a aboli le programme Accès Logis qu'on trouvait inutilement compliqué, mais pour le remplacer par d'autres programmes encore plus compliqués et dans bien des cas encore moins efficaces. Donc maintenant, on a plein de chemins. Au lieu d'en avoir un très clair, on en a plusieurs à moitié clairs. Donc, on finit par trouver un moyen, mais il faut naviguer un peu entre chaque, là. Ça complexifie un petit peu notre processus. Mais on a plus de chemins différents. Façon de voir. Merci. Je pense que Francis, tu voulais aussi ajouter quelque chose, non? Je t'ai vu. Ouais, ben, pour finaliser un peu avec tout ça, dans le fond, en tant qu'ancien inspecteur municipal, trouver ce genre de choses-là, avant, c'était faut t'appeler certains organismes, voir qu'est-ce qui est disponible, tu t'informes pour rester à Québec municipal, y a-t-il des nouvelles subventions qui sortent, c'est-tu un projet qui est intéressé, bref, fait que tu cherches un peu partout euh, pour trouver toutes ces informations-là. Et c'est ça, là, maintenant, c'est tout rassemblé sur une plateforme, fait que c'est vraiment utile. Tu perds beaucoup de temps en recherche à faire ça. Ben, en fait, on gagne beaucoup de temps en recherche à l'avoir tout sur une plateforme. C'est vrai.
Caroline, tu voulais compléter? Oui, aussi, en fait, ça s'inscrit aussi avec un nouveau paradigme au niveau municipal, avec les nouvelles compétences officialisées des municipalités ou des MRC en matière d'habitation. C'est que la crise du logement pousse en fin de compte, en fait, la perspective, l'encadrement, mais le développement, les visions de développement, ce qui fait que finalement, il y a aussi une appropriation davantage pour ta géographie inégale au niveau de l'appropriation du développement résidentiel, de la vision de développement résidentiel. Donc, ça permet peut-être de travailler comme un outil de promotion, mais de mobilisation aussi également auprès des municipalités pour s'inscrire justement dans ces visions de développement à long terme qui sont de plus en plus en fait essentielles, à l'instar en fait de Salaberry de Valleyfield où il y a une politique d'habitation depuis longtemps, puis il y a eu également après maintenant il y a la stratégie et c'est un petit peu un exemple intéressant de s'inspirer que en fait chaque municipalité puisse aussi s'inscrire dans ces visions de développement à long terme. Donc, si ça peut servir cet objectif-là, c'est intéressant. Merci, Caroline. Monsieur Gervais, votre prochaine question? Oui, la dernière et non la moindre. En fait, je trouvais ça intéressant qu'est-ce que vous aviez écrit. Puis corrigez-moi si je l'avais bien compris, que $1 investi dans le logement social amenait 2,30 $ dans la communauté, si je ne me trompe pas. Ben, en termes de retombées économiques, je me demandais si vous aviez je ne dirais pas la statistique contraire, mais mettons des chiffres qui expliquent combien que ça coûte à la société, les personnes justement qui restent, qui n'ont pas d'hébergement, qui doivent utiliser les services sociaux. Je ne sais pas si c'était une donnée que vous aviez et puis que vous pourriez partager. Est-ce que Caroline, moi, vous voulez aller là-dessus? Oui, allez-y. Mais en fait, à certains égards, on est capable en fait d'avoir il y a des études qui montrent par exemple ce que ça peut coûter l'itinérance. En fait, quelqu'un qui est en itinérance avoir quelqu'un qui est en fait qu'on offre un logement puis avec des services, ben ça minimise les coûts en fait au niveau des services sociaux et des services de santé. Maintenant, au niveau du logement en général, ce que toi il va y avoir une étude qui va se faire en fait prochainement, en fait, qui va être coordonnée par plusieurs DSP à l'échelle de la province, puis pour pouvoir démontrer justement qu'est-ce que ça coûte de ne pas investir en fait en logement. Ça nous prend ces données probantes encore plus pour pouvoir travailler la mobilisation, mais la promotion de la pertinence aussi de changer les politiques publiques, avoir des programmes comme ça a été souligné, avoir des programmes efficients, efficaces. Et pour ça, faut s'inscrire dans des données probantes. Puis en effet, ça peut être aussi en fait un stimuli pour pouvoir en fin de compte corriger les interventions. Mais ça va se développer. Donc il y a quelques études pour certaines clientèles, certaines populations. Mais là, en fait, ce qui va se faire dans les prochains mois, c'est de travailler justement sur l'impact en fait de ne pas investir en logement. Parfait, merci. Et merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on se dit à bientôt. Je vais mettre nos informations abrégées dans le chat pour que vous puissiez nous rejoindre ou aller visiter le site web ou partager aussi le site web ensemblelogement.ca. Encore une fois, merci pour votre présence. C'était très agréable de vous rencontrer puis au plaisir d'en discuter davantage avec vous. Bonne journée.